bienvenue à ce forum sur les impacts des conflits armés sur le climat et l'environnement. J'ai du mal, excusez-moi. J'enchaîne. À l'agenda aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer avec un petit point sur ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois depuis le dernier forum au niveau du REH. Ensuite, on a la chance d'avoir une intervention de la part d'Anida Olivia Yodé, qui est doctorante à l'Université de Rennes, sur un peu le cadre juridique de la protection de l'environnement et les liens avec le droit humanitaire, pour avoir vraiment une base au niveau du droit sur le sujet qu'on va aborder. Ensuite, on aura une petite présentation courte de François Grunewald du groupe URD sur la situation en Ukraine. On aura ensuite une présentation de la part de Doug. Je vais peut-être massacrer le nom de famille, sorry. Where? The CEOs du Conflict Environment Observatory, avec un aperçu sur les questions environnementales dans le contexte actuel, donc un peu une présentation de leurs différentes recherches. Et après, on aura un focus un peu plus de la part de Simon Edmund de Handicap International Humanité Inclusion sur notamment les activités en matière de lutte contre les mines et du coup tous les impacts environnementaux qu'il peut y avoir. Et on finira, ne partez pas avant la fin, par vous présenter la révision de la gouvernance du REH, et on aura besoin de vos votes, et juste des activités et des événements à venir au REH dans les prochains mois. J'ai démarré très rapidement, mais vous voyez qu'on a plein de choses à faire, on n'a que 2 heures. Alors, depuis le dernier forum, il s'est passé plein de choses. Notamment, on a 2 nouvelles organisations qui ont signé la déclaration d'engagement des organisations humanitaires sur le climat. C'est la Croix-Rouge française et Triangle Génération Humanitaire qui ont signé en novembre 2024. Le mois juste après, on a publié le rapport de suivi de cette déclaration. Normalement, vous pouvez cliquer sur les différents liens. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce rapport de suivi. Il y a une version longue de 30 pages et une version courte de 2 pages. Les deux sont disponibles en français et en anglais. Et en fait, on vient présenter les principales barrières et les différents challenges et opportunités que les organisations rencontrent pour l'atteinte des objectifs dans la déclaration d'engagement. Et donc, il y a un peu aussi tout l'état de réflexion des différentes organisations. Donc, si vous vous posez des questions sur la déclaration d'engagement, sur des objectifs de réduction, n'hésitez pas à aller voir le rapport. Au niveau du GT évaluation environnementale, ils ont sorti une matrice d'analyse de risques environnementaux et de mesures de mitigation, une matrice qui s'appelle la matrice MERA. Et surtout, ils ont fait des événements de lancement pour la présenter. Et elle a eu lieu en anglais, en français et en espagnol. La matrice est également disponible en anglais, en français et en espagnol. Et toutes les ressources, c'est-à-dire la matrice, les documents, les accompagnants, les formulaires de retour et les enregistrements des sessions de lancement sont disponibles sur le site du REH. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire des retours soit au GT, soit à travers les différents formulaires. Il s'est passé plein de choses. On a aussi eu un atelier de travail inter-organisation qui a été organisé le 10 décembre dernier dans les bureaux d'ACF à Paris sur les dynamiques de la finance carbone. Donc, c'était vraiment un atelier de travail qui a réuni une variété d'organisations et humanitaires et de développement. Peut-être que certains vous voyez sur les photos. Et aussi des organisations avec lesquelles on travaille moins fréquemment, par exemple la Fondation Good Planet. Et si vous êtes intéressé par les résultats de cet atelier de travail, je pense que vous pouvez contacter le GT Carbone. Et c'est tout sur ce qui s'est passé au REH. Je suis allée super vite, je suis désolée. Je vous invite toujours à aller voir le site du REH où il y a toutes les ressources, toutes les actus. Et du coup, on va commencer directement avec notre première intervention de la part d'Anila Olivia Yodé, qui est doctorante à l'Université de Rennes. Et donc, je te laisse prendre la main. Je peux partager les slides pour toi si tu veux, ou tu peux prendre le contrôle, c'est comme tu veux. Je vois Camille qui me dit non, je partage les slides.
Alors oui, pardon, on a eu une petite interruption. Voilà, je vais vous présenter les slides du coup pour Madame Yodé. Euh, et donc il va falloir que je reprenne la main sur cette partie-là, si cela ne vous dérange pas. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, on voit juste t'es pas en plein écran. Pardon. Je vais me mettre... ta, ta, ta. Je vais faire comme ça. Très bien. Et Ah, voici. Anila, la main levée. Alors, tu as levé la main. Je pense que tu peux, si tu veux, allumer ton micro. Alors, je vois que tu as la main levée. N'hésite pas à prendre la Ah oui, parole. attendez. Ah, des petites techniques. Est-ce que sinon, on peut pas commencer par une autre présentation si on a un problème technique? Ouais, genre, laisse juste 1 minute, le temps de voir s'ils arrivent à la régler. Je vois que ça fait non de la tête. C'est pas bon signe. Micro, je pense que Oh. faut juste... Ah, Ah, c'est Ok, bon. ça va, ça va. Ok, oui, je suis là. Bonjour à tous. Désolée, j'ai eu un problème de connexion. Donc, du coup, je me présente. Je suis Anida Yodé, doctorante en droit international humanitaire et ayant un sujet vraiment en lien avec le sujet du forum qui nous réunit tous aujourd'hui. Notamment, moi, je travaille sur la protection des ressources naturelles en temps de conflit armé. Donc, du coup, euh, je vais présenter aujourd'hui un sujet qui est, comme je le disais, en lien avec mon sujet de thèse, notamment la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Je commence. Lors de la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre, qui est le 6 novembre de tous les ans, le secrétaire général de l'ONU a fait cette déclaration que je cite. Si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, nous devrons prendre d'urgence des mesures audacieuses afin de réduire les risques que la dégradation de l'environnement et les changements climatiques présentent pour les conflits et nous engager à protéger notre planète des effets débilitants de la guerre. Très souvent, l'environnement fait partie des victimes de la guerre par des actes délibérés de destruction ou dommages collatéraux ou parce que les gouvernements ne contrôlent pas et ne gèrent pas les ressources naturelles. À cela, nous pouvons dire que l'intensification des problèmes environnementaux rencontrés en ce ciel crée un cadre considérable et favorable à la résurgence du sujet de la protection de l'environnement. Le rôle audacieux des défenseurs des causes climatiques est salutaire. L'exacerbation des conflits armés dont les dommages environnementaux sont de plus en plus meurtriers, aussi bien pour la santé de la planète que pour la santé humaine. Les ressources naturelles ont été très souvent le motivateur principal des conflits armés. Aujourd'hui, les conflits armés ont lieu au cœur des crises climatiques et mondiales. Toutefois, les problèmes environnementaux ne sont pas insensibles au Comité international de la Croix-Rouge, notamment le CICR. Dans sa quête infatigable de mise en œuvre du DIH, le droit international humanitaire, le droit qui est applicable en période de conflit armé,
Des questions environnementales sont de plus en plus intégrées dans les différents rapports qu'il produit. Il a ces dernières années révisé et mis à jour les directives sur la protection de l'environnement en période de conflit armé. Produit certains rapports pertinents sur la question en vue d'une prise en compte ultime des effets des conflits armés aussi bien sur le climat que sur l'environnement. Ainsi, le droit international humanitaire, qui est un droit dont le but ultime est d'épargner ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités, tente aujourd'hui, tant bien que mal, à intégrer les questions environnementales aussi bien dans le cadre de la conduite des hostilités que dans la prise en compte de son déploiement juridique en faveur des victimes. Ces dernières années, les actions du CICR en faveur de la sensibilisation de la prise en compte des problèmes environnementaux ont été remarquables. Cela va de soi dans la mesure où les conflits armés ont été identifiés comme l'une des causes majeures du recul des écosystèmes et de la perte des espèces animales et végétales. Les effets des conflits armés sur le climat et l'environnement sont indéniables. Les conflits armés ont fait de l'environnement une victime avérée des conflits, en ce sens que les attaques armées ont souvent lieu dans des zones sensibles de la biodiversité. Aussi, l'urbanisation des conflits ont donné lieu à l'exposition des complexes industriels, les installations de stockage, les barrages et les digues. Les attaques de ces différents sites mettent en mal aussi bien l'environnement que la santé des populations quant à la libération des forces dangereuses qu'ils contiennent. Au regard de ce qui précède, il est opportun de s'appesantir sur les règles de protection de l'environnement en temps de conflit armé. Il convient à cet effet de rappeler que le droit international humanitaire applicable à l'environnement a fait un effort d'adaptation ces dernières années. Il constitue à cet effet la loi spéciale qui est applicable en la matière. Le droit international, notamment le droit international de l'environnement, tient compte aussi de la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Dès lors, revenir sur les règles de protection de l'environnement en temps de conflit nous paraît judicieux dans le traitement du sujet quels les impacts des conflits armés sur le climat et l'environnement. En effet, l'environnement en temps de conflit armé bénéficie d'un cadre juridique de protection en droit international humanitaire. Toutefois, celui-ci, il est statique et tente de se réadapter à l'aune des conflits armés par le prisme du droit international de l'environnement. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Camille, est-ce que je peux avoir le plan, pas ce slide-là, le deuxième, je pense. Non, où j'ai fait ressortir, voilà. Merci. Donc, voilà le plan de ma présentation. Nous allons voir le cadre juridique que j'ai qualifié de statique, c'est-à-dire le cadre juridique de la protection de l'environnement DIH en droit international humanitaire n'a pas du tout changé. Donc, selon par rapport au cadre juridique de la protection de l'environnement en droit international humanitaire, nous avons une approche anthropocentrique de la protection et une approche intrinsèque de la protection ou encore une approche écocentrique de la protection. Donc, il faut savoir qu'en droit international humanitaire, l'environnement n'est protégé que si celui-ci sert à la population. Le droit humanitaire, en fait, assimile l'environnement à un bien de caractère civil. Du coup, il va lui être appliqué les règles qui vont régir la conduite des hostilités, notamment les principes généraux du droit international humanitaire, que sont le principe de précaution que l'on retrouve dans le protocole additionnel 1, le principe de proportionnalité, le principe de distinction. En fait, ces différents principes-là traitent l'environnement naturel comme un bien de caractère civil, en fait.
notamment le principe de distinction nous dit comme ça que les parties au conflit armé lors d'une attaque ne doivent attaquer des cibles militaires ou encore des objectifs militaires. Et si cette cible-là n'est pas un objectif militaire, celui-ci ne doit pas faire l'objet d'attaque. Et comme l'environnement, selon le droit international humanitaire, est un bien civil, c'est-à-dire un objet, celui-ci ne doit en principe pas faire l'objet d'attaque. Mais pourtant aussi, il faut savoir que la définition de l'objectif militaire en droit international humanitaire n'est pas statique. Un objectif militaire, c'est un bien qui, a priori, n'est pas un bien civil ou bien n'est pas encore une cible militaire. Mais un bien civil peut être un objectif militaire si le bien est utilisé à proximité d'une cible militaire, ou bien ce bien-là est destiné à un avantage militaire. Donc, du coup, la protection de l'environnement selon le principe de distinction peut être contrecarré parce que l'environnement peut être un objectif militaire. Il peut être utilisé pour servir la cause d'un avantage militaire. Donc, du coup, cette protection, elle n'est pas absolue. Quant au principe de proportionnalité, ce principe-là veut que les dommages collatéraux qu'une attaque armée, les dommages collatéraux ne doivent pas être en fait excessifs à l'avantage militaire. Du coup, le principe de proportionnalité va protéger l'environnement parce que généralement, les dommages collatéraux qu'une attaque peut occasionner peut être assimilé, ces dommages à la destruction de l'environnement. Généralement, la destruction de l'environnement, ça peut être la destruction qui sera inutile en fait, puisque l'avantage militaire doit être équilibré. Il faut qu'il y ait en fait un équilibre en fait en fonction de ce que la partie adverse en fait va gagner en fait sur une attaque armée en fait. Donc, nous avons aussi le principe de précaution. Selon le principe de précaution, les parties lors de la planification d'une attaque armée, les parties, en fait, doivent s'assurer que le bien ciblé est vraiment un objectif militaire. Si ce n'est pas un objectif militaire, du coup, ce bien ne doit pas faire l'objet d'attaque. Et comme généralement l'environnement est par nature un bien de caractère civil, ne sert pas automatiquement en fait on va dire à une partie au conflit. Du coup, ces principes-là vont venir protéger l'environnement par nature en fait. Tant que l'environnement est un bien de caractère civil, celui-ci ne doit pas faire l'objet d'attaque. Tant que l'environnement est un bien de caractère civil. Mais du coup, quand l'environnement devient un objectif militaire, celui-ci doit faire l'objet d'attaques. Et nous avons aussi la protection de l'environnement, qui est la protection qui va être dévolue à l'environnement quand celui-ci va servir en fait la population civile. Notamment les biens indispensables à la survie de la population. Ce sont des biens en fait des biens de caractère civil. Le protocole additionnel dans son article 52 va citer notamment les biens agricoles, les denrées alimentaires qui ne doivent pas faire l'objet d'attaques. Et en fait, va conférer une certaine protection qui va être dite spéciale à ce type de biens-là. Du coup, étant donné que l'environnement qui est constitué des ressources naturelles va bénéficier de ce type de protection-là. Mais aussi,
l'ATI nous dit en fait, à condition encore que ces ressources ça ne deviennent pas des objectifs militaires. Donc, nous comprenons en fait que selon l'approche anthropocentrique de la protection de l'environnement par le DIH, cette protection-là, elle est lacunaire en fait, parce qu'elle ne sert l'environnement si celui-ci demeure un bien de caractère civil, un bien qui va servir à la population civile. Donc, du coup, un bien qui ne va pas servir à la population civile peut devenir ou bien peut être utilisé comme cible militaire ou objectif militaire et être ciblé lors d'une attaque armée. Et aussi, l'article 55 du protocole additionnel 1 qui interdit les dommages environnementaux à certaines conditions, notamment les dommages doivent être étendus, durables et graves. Et ces dommages-là doivent avoir des répercussions sur la survie et la santé des populations civiles. Et c'est seulement qu'à ces conditions-là que nous pourrions avancer que les parties au conflit ont frein en fait à l'article 55. Donc, du coup, la protection telle qu'appréhendée selon une approche anthropocentrique par le droit international humanitaire ne peut pas servir vraiment de base de protection à l'environnement, parce que c'est une protection vraiment qui est conditionnée à la théorie de l'environnement qui doit être un bien de caractère civil. Et nous savons que l'environnement n'est pas un objet en fait, c'est pas un objet tangible. Donc du coup, le DIH qui l'appréhende comme objet ne peut pas servir véritablement de base de protection en fait en temps de conflit armé. Et nous avons aussi, et je reviens toujours à mon plan, nous avons aussi une approche intrinsèque de la protection de l'environnement en DIH. C'est-à-dire le DIH a aussi tenté de protéger de l'environnement pour ce qu'il est en soi-même, en soi. Certains autres ont parlé de la protection écocentrique ou de la protection qui est fondée sur une approche intrinsèque de la nature. Donc, le DIH a essayé de protéger en fait l'environnement sans que celui-ci n'ait un lien avec la protection qui pourrait être dévolue en fait à la population ou aux victimes des conflits. Et selon cette protection-là, elle est fondée premièrement sur... Anita, juste, je me permets de te couper, juste, il te reste 3 minutes. Vous dites, allô? Oui, il te reste 3 minutes. Ok, d'accord. Ok, donc je vais faire court. Du coup, après la protection du DIH, nous avons la protection du DIH qui octroie à l'environnement une protection anthropocentrique et une protection intrinsèque qui n'est pas aussi très pertinente. Nous avons aussi le cadre juridique qui peut évoluer vers la protection de l'environnement en temps de conflit armé par le prisme du droit international de l'environnement. Nous avons la mobilisation des principes en droit international de l'environnement qui peuvent être applicables dans la conduite des opérations militaires, notamment le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de coopération. Nous avons aussi le renforcement des obligations en matière environnementale dans les conflits armés. Il faut savoir que lors des conflits armés, les traités en droit international de l'environnement s'appliquent dans le conflit. Du coup, ces traités-là, qui contiennent certaines obligations en matière environnementale, vont venir renforcer en fait la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Donc, nous avons un cas juridique qui tend à qui peut évoluer par l'introduction des obligations environnementales en temps de conflit armé, notamment par l'application des traités environnementaux. Donc il me reste deux minutes, je pense. Du coup, nous allons fonder cette protection au travers des différentes
conventions, notamment les conventions sur la protection des... nous avons la convention de 1992 sur la diversité biologique. Nous avons la convention aussi sur le patrimoine mondial culturel et naturel. Et nous avons aussi la convention sur les zones humides, qui peuvent être des conventions qui peuvent être applicables dans les conflits armés. Il faut savoir que ces conventions-là vont ainsi établir une certaine liste de certains sites sensibles ou bien d'importance environnementale qui vont bénéficier d'une protection importante en temps de conflit armé. Du coup, ces zones-là ne vont pas faire l'objet d'attaques. Ces zones-là ne vont pas faire l'objet d'attaques. Du coup, cela vient renforcer la protection de base du droit international humanitaire. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous, notamment la protection de l'environnement en temps de conflits armés. Je vous remercie. Merci Anida, et on partagera aussi tes slides avec les personnes qui étaient là. Il y a déjà une question dans le chat qui a été posée par Aline. Peut-être que tu veux la dire à voix haute. Pardon. Allô? Allô? Oui. Oui, pardon. Le temps d'ouvrir ma caméra et mon micro. Merci beaucoup, Anida. Oui, je voulais juste avoir ton regard. Je sais qu'il y a des exemples d'entités naturelles telles que des fleuves qui ont reçu des statuts juridiques et je me demandais si ce genre d'évolution pouvait influencer, faire évoluer le droit international humanitaire. Merci. Oui, je pense que, en fait, quand notamment ces différents sites-là en fait, ont un statut sur le plan international, il faut savoir que les parties aux conflits armés sont obligées de respecter, en fait, ce site-là. Si ce site-là, par exemple, a été, je prends un exemple, si ce site-là a été peut-être intégré sur la liste des sites protégés, les parties au conflit ont l'obligation, sous peine en fait d'engager leurs responsabilités internationales, ils ont l'obligation en fait de ne pas en fait faire de ce site-là une cible militaire. Donc du coup, cela vient renforcer en fait la protection de l'environnement en temps de conflit armé. Merci. Merci. Swazik? Oui, bonjour, merci Anida. Moi, je me pose la question de la mise en application de ce droit. Parce que en théorie, on est au courant que oui, il y a des lois, des principes, des conventions. Dans la pratique, on peut voir qu'ils ne sont pas souvent mis en œuvre. Voilà, je voulais savoir si vraiment le droit de l'environnement a déjà été pris en compte dans le cadre de conflits armés. Pour répondre à votre question, oui, en fait, bon, je suis aussi... En fait, j'ai le même sentiment avec le droit international humanitaire parce que c'est quand même illusoire de penser vraiment que sur le champ de bataille, les parties vraiment ont une conscience non seulement humanitaire, mais une conscience aussi environnementale, en fait. Donc, c'est aussi vraiment je veux dire, la limite entre ce qui est le droit positif et ce qui devrait être, qu'on peut dire, qu'est l'application des règles, en fait. Du coup, désolée, j'ai oublié votre question. Désolée. Non, je me demandais s'il y avait vraiment si on avait des exemples concrets de fois où le droit de l'environnement ou la partie environnementale du DIH aurait été mise en application avec voilà, des contributions, enfin que les parties au conflit soient portées responsables, quoi. D'accord, ok. Récemment, dans mes recherches par rapport au conflit en Ukraine, j'ai vu qu'en fait, l'ONU avait en fait
interpellé la Russie par rapport en fait à la violation en fait de la convention sur les zones humides, notamment la convention de Ramsar. Et c'était quand même, c'était en fait, c'était inédit que il y a une résolution de l'Assemblée, je ne sais plus si c'est le Conseil de sécurité ou bien l'Assemblée générale de l'ONU qui a dit en fait que la Russie avait violé en fait le droit international de l'environnement, notamment en attaquant un site qui était inclus dans le registre de monstrueux. Notamment, il faut savoir que la convention de Ramsar, en temps de conflit armé, va dire en fait aux États que ces États pouvaient inscrire dans ce registre-là en fait des zones qui étaient, ou des sites qui étaient sensibles ou qui étaient d'importance environnementale. Donc, c'était en fait, cette résolution de l'ONU est une résolution inédite parce que elle a dit comme ça que la Russie avait violé en fait la convention. Donc, du coup, on peut dire que c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il faut savoir que nous sommes en droit international. Le droit international, c'est le droit qui respecte la souveraineté des États, en fait. Ce qui peut-être même peut non seulement freiner même le droit ou bien l'application des règles parce qu'on peut sanctionner un État et du coup, il peut ne pas se sentir obligé de réparer ou bien se sentir vraiment fautif en fait. Parce que vraiment, nous sommes vraiment en droit international en fait. C'est pourquoi le droit international humanitaire, vraiment, les gens peuvent dire que c'est une illusion en fait. Parce que vraiment, c'est pas évident. Mais du coup, cette résolution de l'ONU vient aussi montrer que le droit international de l'environnement est applicable en temps de conflit. Mais du coup, les parties au conflit doivent respecter les conventions internationales. Les parties doivent respecter, quitte à ne pas répondre en fait des obligations, mais ils ont l'obligation de respecter. Ils ont l'obligation de respecter les conventions internationales. Donc, du coup, cette résolution est quand même inédite parce qu'il n'y a jamais eu en fait une telle résolution qui venait interpeller ou bien sanctionner un État pour dire non, là, tu as violé en fait la convention, les règles de la convention. Et il faut savoir que l'Ukraine et la Russie sont partis à cette convention-là, notamment la convention sur la protection des zones humides. Et donc voilà, donc c'est quand même aussi une résolution qu'il faut aller consulter parce qu'elle est quand même inédite. Merci. Soit dit que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup, Anida. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Après, on pourra partager ton email, peut-être aussi Anida avec les personnes si jamais. D'accord, ok. Et s'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'on a un timing un peu serré, en plus, tu nous fais une transition parfaite parce que du coup, le point d'après, c'est sur l'Ukraine. D'accord, oui, j'avais Du vu coup, ça. ça marche bien. Eh bien, écoutez, on va vous partager les slides d'Anida et on vous mettra son contact. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, je vais passer la parole à François Grunewald du groupe URD pour une courte intervention, s'il te plaît, François. Tu as 10 minutes et je te couperai si tu dépasses le temps. Oui, alors faut donc que quelqu'un met ma Oui, présentation. je partage ta présentation. Donc François Grunewald, donc moi je suis du groupe URD, j'en suis président pas honoraire comme on dit maintenant, puisque j'en ai quitté les organes exécutifs. Je travaille sur cette question de l'environnement dans les questions de conflit depuis une trentaine d'années. J'ai écrit mes premiers articles là-dessus sur le Cambodge dans les débuts des années 90, donc c'est un sujet qui me passionne. Et là, je vous présente ce que j'ai présenté, le PowerPoint que j'ai utilisé sur cette question-là dans le cadre du Kharkiv Legal Forum. Donc, j'étais à Kharkiv en Ukraine
où j'ai présenté à tout un parterre de chercheurs ukrainiens, d'ONG ukrainiens et de quelques chercheurs internationaux mes réflexions sur l'impact environnemental de la guerre en Ukraine et l'option de cas d'écocide. Alors, slide d'après. Ouais. Donc, juste, il faut se rappeler que l'environnement en Ukraine était déjà extrêmement dégradé avant. Hein. La période soviétique avait été une période terrible pour l'environnement dans toute la zone, et l'Ukraine n'était pas indemne de ça. Les fumées, les pollutions, les usines qui laissaient tous leurs débris à l'extérieur. Donc, vraiment beaucoup de problèmes environnementaux avant la guerre. Et puis quand celle-ci a commencé, elle a été évidemment extrêmement meurtrière. Ça, c'est la carte de l'impact environnemental de la crise actuelle, faite par un réseau ukrainien, et qui montre la gravité. Alors évidemment, très dramatique dans tout ce qui est les périphéries nord, est et sud, mais qui commence aussi à taper à l'intérieur, avec notamment tout ce qui est les bombardements intérieurs et leurs impacts sur l'habitat, l'industrie, les infrastructures d'énergie, etc. Un premier élément qu'on connaît depuis longtemps, que les militaires connaissent depuis longtemps, c'est tout l'enjeu de la contamination du champ de bataille. Un champ de bataille, c'est contaminé par des débris d'explosion, des gaz, des produits toxiques, des morceaux d'obus, de tanks, mais c'est aussi des terres qui sont extrêmement massacrées, je dirais, par le passage des tanks, de tous les engins lourds. Donc, il y a une contamination absolument fondamentale de ce qui est le champ de bataille, et qui demande des efforts particuliers pour travailler dessus. L'autre élément dont je n'en parle pas très longtemps, puisque ça va être couvert par ailleurs, mais évidemment la présence des mines, qui non seulement tuent, blessent et détruisent, mais amènent des produits chimiques avec les explosions, et qui ont un impact environnemental important, et qui en plus peuvent être bougés. On a vu ça lorsqu'il y a eu l'explosion du barrage de Novakachkova, où une partie des mines de la ligne de front a été emportée vers d'autres zones, avec les problèmes que ça pose. Gros problème que l'on a va être tout ce qui est l'élimination des débris urbains, donc des débris qui sont souvent très toxiques. Hein. Il y avait beaucoup d'amiante là-dedans, beaucoup de produits que nous, on appelle toxiques par rapport aux normes européennes, mais qui étaient utilisés dans la construction, et qui sont dans des quantités extrêmement importantes, avec la complexité que c'est souvent plein de munitions non explosées. Et la poêle à frire de déminage classique, elle résonne partout, parce que c'est plein de morceaux de fer à béton, et donc c'est très très compliqué à gérer, et c'est un problème environnemental majeur pour la suite de l'avenir de l'Ukraine. La guerre contre l'énergie, hein, donc évidemment les souffrances que ça fait subir aux Ukrainiens. Moi, j'ai passé 2 hivers là-bas, et c'est évidemment très compliqué, mais c'est aussi des pollutions, des infrastructures énergétiques qui brûlent, des gaz qui brûlent. Et on a ça d'ailleurs aussi bien en Ukraine qu'en Russie, puisque les Ukrainiens ont décidé de porter la guerre de l'énergie et de l'approvisionnement des fuels, des carburants et autres kérosène pour les avions qui bombardent, de mener cette guerre aussi en Russie, et donc beaucoup d'incendies avec des relâches de gaz et de CO2 très, très importants. Autour de ça, donc les Ukrainiens essayent de réagir comme ils peuvent. Hein. Donc on a de nouveau une multiplication de groupes générateurs, de tas de possibles, de tas de forces différentes, de puissances différentes. Ça crée beaucoup de pollution sonore, olfactive. Hein. On se balade, les premières fois où je me baladais dans Kiev, il y a très longtemps, Kiev était une ville où il y avait un peu de pollution, mais pas trop. Maintenant, parce qu'il y a des générateurs partout, ça sent la fumée de générateurs partout, et pareil dans la plupart des villes du centre et de l'Est et du Sud. Donc un vrai problème. Les Ukrainiens et quelques ONG essayent de travailler sur des mécanismes alternatifs, hein, de solaire, d'éolien, etc., qui sont en plus parfois moins sensibles au bombardement, mais voilà, c'est un vrai problème. Et pour les Ukrainiens, en tout cas, le futur, il passera évidemment vers ces énergies vertes.
L'impact de l'environnement, il est global, hein. Il est aussi parce que les systèmes de collecte des ordures ne fonctionnent plus. Les camions, ils ont été tous envoyés au front pour la logistique du front. Donc, les ordures s'amenuisent. Toute une partie de la production d'eau est arrêtée. Donc, les humanitaires amènent des bidons, des bouteilles, des sacs d'eau qui rajoutent de la pollution plastique. On a eu toute l'explosion du barrage de Nova Kakhovka et d'autres barrages moins connus qui font que des zones entières ont été inondées, polluées, et que d'autres zones ont été complètement aridifiées et desséchées. Donc vraiment des impacts divers du simple, le même bombardement d'un barrage crée des dégâts en aval et en amont sur l'environnement assez terribles. Et tout ça se combine quand même avec les effets du changement climatique que l'Ukraine commence à ressentir. Il y a moins de neige, il y a moins de pluie, il y a des ressources en eau qui avaient été déjà extrêmement mal gérées pendant la période soviétique, qui sont de nouveau très mal gérées à cause de la guerre, donc pas mal de problèmes. Et aussi donc renforcement de la production de gaz à effet de serre par l'Ukraine et par la Russie à cause de la guerre. Alors, je voyais qu'on posait une question sur le nucléaire. Alors, c'est un vrai problème, hein. Tchernobyl, c'est en Ukraine, et il y a des vraies inquiétudes sur les risques de bombardement de centrales ukrainiennes, de centrales nucléaires, qui sont quand même le cœur actuel de la survie énergétique de l'Ukraine. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Il y a des risques d'incidents parce qu'il peut y avoir par exemple des ralentissements des approvisionnements en eau du système de refroidissement. C'est une des grosses bagarres sur Zaporizhzhia. Quand je discutais avec les ingénieurs là-bas, ils me disaient on fait tout, on demande que les Occidentaux mettent des systèmes de protection de l'air aérien autour de Zaporizhzhia pour éviter que ça soit bombardé, et notamment les centrales. Et on a vu ça aussi autour des autres centrales, de Rivne, de Tchernihiv. On a vu des risques de bombardement de centrales normales qui produisent l'électricité nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires. Et là, il y a un vrai enjeu. La gestion de ça, c'est les abris, des consignes, et dans toutes les zones, par exemple autour de Zaporizhzhia, au moment où ça commençait à devenir très compliqué, des distributions de pilules d'iode. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Et puis donc, alors, il y a en effet, puisque j'étais à Kharkiv, j'étais sur ce forum juridique, donc on a beaucoup parlé de droit, donc les protocoles des conventions de Genève qui viennent d'être abordés, le statut de l'article 8 du statut de Rome qui tourne sur les questions des poursuites sur les attaques qui posent des dommages étendus, durables et graves à l'environnement est aussi poussé. On commence à avoir il y a eu des lignes directrices de l'ONU sur ces questions-là. Et alors, une des grosses difficultés, c'est comment est-ce qu'on trouve la preuve. Ce qui était intéressant, c'est qu'à Kharkiv, à ce forum, il y avait aussi tous les gens qui font de la médecine légale pour prouver le crime de génocide, d'assassinat, de meurtre, etc. En fait, on se rendait compte du besoin d'outils un peu similaires qui commencent à se développer, à se mettre en place pour pouvoir travailler sur la démonstration de l'impact et la démonstration de la volonté de nuire. Les approches innovantes, ça répond un petit peu à la question que Aline posait. Est-ce que les arbres peuvent avoir des droits juridiques? Est-ce que les marais desséchés par les bombardements sur les barrages peuvent avoir des droits juridiques? Peut-il y avoir des attaques par des communautés qui normalement utilisent une ressource contre la dégradation de cette ressource? Il commence à y avoir des avancées. En septembre 2024, à New York, le crime d'écocide a été officiellement présenté pour examen à la Cour pénale internationale, et ça avance. Alors, le grand enjeu, c'est qu'évidemment, l'Ukraine doit adhérer à la Cour pénale, ce qu'elle vient de faire. En fait, suite à tous ces débats, à l'automne dernier, l'Ukraine a adhéré à la Cour pénale. Voilà, les enjeux sont considérables, il faut avancer. Il y a besoin de mobiliser des tas de moyens
de sciences de l'écologie, de sciences militaires, de sciences sociales et de sciences juridiques pour aider à constituer cette ligne de défense. Et il faut qu'il y ait des moyens aussi pour déterminer la réalité de l'impact environnemental. Il y a des équipes ukrainiennes, il y a des ONG ukrainiennes incroyables qui bossent là-dessus. Et on est content de les appuyer. Voilà, Diakouyou, et puis s'il y a des questions, à votre disposition. Est-ce que j'ai tenu l'horaire? Alors, tu as été super rapide, même que j'arrivais pas à suivre avec les slides, donc merci François. Est-ce que, du coup, on a 1 ou 2 minutes pour prendre des questions pour François? Pareil, on partagera les slides si jamais. Du coup, Anida, j'ai vu ta question. Je pense qu'il l'a répondu peut-être avec ses slides sur le droit. Alors, voilà, sur le droit, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a des ONG ukrainiennes et quelques réseaux internationaux qui les appuient pour arriver à la construction de ce cas juridique d'écocide pour être présenté à la Cour pénale. Donc, il y a un travail qui se fait sur l'accumulation de preuves et le débat juridique. Donc, il y a ça. Puis après, évidemment, les ONG, elles essaient surtout de travailler sur l'impact humanitaire. Donc, elle fait que même si on distribue des générateurs, ça pollue, mais il faut quand même que les gens aient de l'électricité. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Il y a tout un travail qui se fait sur l'eau et notamment un problème environnemental particulier qui sont les eaux à osmose, les eaux sulfurées et chlorées de toute la zone du sud, donc de Odessa remontant jusqu'à Nikopol, à cause de la géologie de la zone. Et là, les ONG travaillent sur des outils de type osmose inversée, qui sont à la fois des outils qui peuvent produire de l'eau, c'est le système du dessalement, donc ils peuvent produire de l'eau douce, potable, mais qui localement peuvent augmenter la concentration et créer des petites pollutions locales. Voilà, donc il y a tous ces enjeux-là. C'est vrai que là, la survie des populations est la première priorité, mais le sujet, tout le monde y pense. Tout le monde y pense. Alors, question annexe, mais que pensent les acteurs de l'aide ukrainienne à la transition écologique du secteur de l'aide? C'est pas du tout vu comme une priorité. Chaque fois que j'en ai parlé, les gens disaient tiens, intéressant, mais pas une priorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine, c'est un de ces pays dans lequel la réduction des vols est imposée par le champ de bataille. Donc en fait, on arrive en Ukraine par la Pologne ou par les pays à côté, et après on prend le train ou le bus. Voilà. Donc beaucoup de voyages se font en train. Donc ça réduit un peu l'impact environnemental s'il y avait une flotte d'avions qui tournait. Beaucoup de gens commencent à travailler et notamment sur le volet de l'énergie, sur tout ce qui est les énergies alternatives, pour essayer de construire des systèmes un peu résilients avec la production énergétique classique en énergie thermique, un relais en énergie alternative et un relais en stockage. Donc travailler sur ce triangle-là est quelque chose qui est vu comme une alternative assez intéressante. De même, l'idée de mettre en place le plus possible de ces petits systèmes combinés dans pas mal d'endroits pour les délocaliser, éviter qu'il y ait une grosse station facile à détruire par les Russes. C'est un des éléments qui est à la fois en train de chercher sa place environnementale, mais c'est surtout un élément de réduction de la vulnérabilité des villes et des bourgs face au bombardement. Merci François, j'espère que ça répond à vos questions. Merci de nous avoir fait un petit point retour sur tout le travail que tu as fait et n'hésitez pas, pareil, à contacter François. Je suis désolée, je suis obligée de… Alors, juste une dernière chose. Donc, le rapport que j'ai fait, que j'ai présenté à Kharkiv, il est disponible sur le site du groupe URD. Donc tu peux mettre le lien dans le chat si tu veux et on le mettra dans le compte rendu. Et du coup, je vais passer la main maintenant à Doug. Alors, l'intervention va être en anglais. Donc, si jamais vous avez besoin, vous pouvez mettre les sous-titres sur Teams. Vous allez dans les 3 petits points, autres, afficher les sous-titres et vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres dans la langue qui vous parle le plus. Et du coup, it's up to you, Doug. Thank you. Over to you, sorry. Okay. And we can see your screen. All good. Parfait. Bonjour, merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je suis désolé, mais j'ai expérimenté en anglais. I'm going to talk
a little bit about general impacts of conflict on the environment, and then give you some examples from our work on different entry points for the humanitarian sector. Just as an introduction, I'm director of the Conflict and Environment Observatory. We are a UK charity, and we're working to increase the protection of people and ecosystems from the impact of armed conflicts and military activities. Okay, so when we think about the environment and conflict, it is a continuum. Okay, we have environmental issues which can contribute to conflict. So environmental degradation or resource use, which can fuel and finance conflict. And then we have a period where you have active conflict, this red zone in the middle. And then post-conflict, there are then pressures around how resources are shared, how they're used, which can then contribute to creating more conflict. So today I'll be talking about the environmental impacts, so this red area in the middle. Okay, so our organization, we focus on collecting environmental data, and we do this for 4 reasons. One of them is for advocacy, because the environment is a low priority in conflicts. We do this for assessment to help inform remedial actions on the ground. We do it for accountability purposes, although, as we've been discussing already today, the avenues through which we can achieve accountability for environmental damage are still very limited. But we also do it to try and strengthen norms around protecting the environment in conflict. So there are kind of 6 key ways which the UN Environment Programme have identified where the environment gets damaged through conflict. Just been hearing about Ukraine. Toxic hazards from damage to industrial and urban infrastructure is a key pathway. Then we can look at the legacy of the use of weapons and munitions. Most of the substances in weapons are toxic to some degree, whether we're thinking about explosives or heavy metals. Then your speciality, think of human displacement and how conflicts change patterns of resource use within areas affected by conflicts, but also in neighboring regions, and how that can place additional pressure on natural resources. And on natural resources, thinking about how particular industries, whether it's logging or mining, can be used to help finance conflict and prolong conflict. Then, again, the key humanitarian issue is how damage to water, sanitation, and waste infrastructure can lead to environmental damage. You can see it through a humanitarian lens, but also through an environmental lens. And then finally, when we look at the deliberate targeting of natural resources as a weapon of war. So this is Qayyarah in northern Iraq, where the Islamic State set fire to about 30 oil wells, leading to significant pollution for the people of Qayyarah and those who had been displaced from Mosul and were sheltering in Qayyarah. Okay, so look at a few cases that are currently of interest or of recent interest. So just been talking about Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine. This image shows the plant, its cooling pond, and then also the lake bed of the Kakhovka reservoir, which was exposed when the Kakhovka dam was destroyed. Obviously, there are key environmental threats from this unprecedented military occupation of an active nuclear power plant, the largest one in Europe. We have never seen this before in a conflict, right? But then in addition, the draining of the lake bed also created environmental issues, but also humanitarian issues. It completely destroyed the access to water for many people who lived around the Kakhovka reservoir. It's going to have a huge impact on agriculture in the surrounding areas. And in addition, there are ongoing concerns around pollution in the lake bed, where you have decades of industrial pollution, which has come down the Dnipro and settled in the base of this reservoir. Okay,
The next example is the FSO Safa. So this is a huge oil tanker which was built in 1976. It's moored off the coast of Yemen, and for many years this was how Yemen exported oil products. So there is a pipeline that comes from Yemen, comes offshore, goes to this tanker. Oil tankers come up alongside, take the oil off, and Yemen sells its oil that way. From 2017 onwards, when the conflict flared up, nobody was looking after this tanker properly. And so you have this huge tanker with 1.14 million barrels of oil on board, which is slowly decaying in the ocean. And this question of what do you do about it? The tanker was moored off an area occupied by the Houthis. There was no international access to it. If this tanker had created a huge oil spill, it would have caused a massive environmental disaster. It would have impacted fisheries and livelihoods along the Yemeni coast. If there was a large fire, you would have had fallout and pollution along the coastal strip of Yemen. If you'd had a spill, the ships bringing aid into Yemen through Hodeida port would not have had access to the port. And because of the conflict, there was no realistic oil spill response capacity in the region. So what do you do? And eventually the UN managed to get access to this tanker. They had managed to raise enough money from neighboring states. They bought another tanker, moored it alongside, and in a salvage operation in 2023, the oil was moved from this old tanker to a new tanker. But because of the perceived value of this oil, it became this bargaining chip in the peace process in Yemen. So there's this hugely complex situation with this ongoing threat of environmental disaster. Okay, from Yemen, we look to Syria. So this is an area of northern Syria on Google Earth. All of these black areas here are linked to oil and oil processing. And so when NATO and Russia began bombing sites in Syria, they started off by destroying Syria's oil infrastructure. And obviously the people in Syria and northern Iraq, they still need oil and oil products for heating and for driving. And so you had this flowering of artisanal oil production in these areas. And what does this look like? So when you get down to ground level, this is a big canister full of oil, fires underneath it, you heat up the oil, that breaks it up into diesel or petrol or other products. And for most of the time, it was kids who were keeping these fires going. So you have this huge environmental footprint from this process, which is an economic coping strategy for people in these areas. And so while you had a kind of international humanitarian law consideration of what is the environmental impact of blowing up an oil refinery, okay, it might be quite localized, but if you blow up all the oil refineries, people still need oil. And so you have this much more widespread environmental impact that comes from this military policy. Okay. From Syria, we'll go to Tigray. So this is an interesting case of environmental restoration and conflict. So in the 1980s, this area of Ethiopia was affected by many famines. The land was very, very degraded. And there was a process supported by the government, Ethiopian government, where the community volunteered days every year. And in that time, they would help to build walls to help hold back soil. They would help build walls to keep livestock out of areas. They would restore water infrastructure. And over the decades, this became this famous case of land restoration in Tigray, all of a sudden creating the natural resources and protecting the natural resources which the communities depended on. And then all of a sudden we have a conflict in Tigray. We have a blackout, the media, there's no access. So we tried to track what was happening through satellite imagery and looking at the impacts of deforestation. And so this map in the bottom right-hand side of these red spots, this shows areas of deforestation. And we could see these were linked to roads where people were driving along and cutting. We worked with some Tigrayan academics and also some Belgian academics who knew this area well and had photos from before the conflict. And we were able to identify these hotspots of deforestation, partly for economic reasons, partly as a coping strategy, which were linked to the conflict.
Okay, from Tigray to Sudan. So this is some data from work we've been doing for UN Environment Programme, which looks on the left. These are locations where environmentally risky objects, so this is objects in the city, such as industrial sites or water sites or energy sites, have been damaged with pollution risks. And then on the right, we see all the impacts on water infrastructure, which is everything from treatment plants, wastewater plants, to then also the Jebel Oulia Dam down to the south of Khartoum, which holds back a huge amount of water and has been bombed by Sudanese armed forces during the conflict. Okay. Also in Sudan, and this was an interesting case of how humanitarian and environmental impacts intermingle. Last August, a dam holding back a reservoir collapsed, the Arabat Dam, just near Port Sudan, which you'll be aware is where a lot of the humanitarian infrastructure is in Port Sudan, in Sudan, and also the government. Arabat Dam held back water resources for Port Sudan, so the loss of the dam was an impact on water security. So we tracked the impact on agriculture and croplands around this area. We've tracked potential pollution risks from mining areas which were downstream of the dam. We could see and follow from satellite imagery how potentially contaminated sediments from the dam were impacting coral reefs and fisheries along the coast. And then also when this water hit Port Sudan, it impacted areas where IDPs were sheltering. So it had this significant, it was kind of a man-made disaster. The dam hadn't been looked after. There was, because of climate change, record amounts of rainfall beforehand. The dam collapses and has these environmental and humanitarian downstream impacts as a result. Okay, so I've been working in this space for 20 years, and it's only in the last 4 or 5 years where we have seen increased attention on how military activities and conflicts contribute to climate change. There's been a lot of talk about how climate change impacts national security for many years, but much less on how conflicts actually contribute to climate change. So when we look at militaries, this is a side project which we have, which is trying to document reporting from militaries on their greenhouse gas emissions. And because militaries are broadly exempt from doing this under the UN Framework Convention on Climate Change, the data is actually very poor. And also militaries aren't very good at collecting the data. But when we think of all the militaries in the world together, if they were a country, they would be the 4th biggest emitter of greenhouse gas emissions. So the conflict in Ukraine is the first time where anybody has ever tried to calculate the greenhouse gas emissions from any conflict. This is some of the work of our colleagues Leonard de Klerk. You may have seen some of this stuff in the media, but it's interesting when you look at where the emissions are coming from in the context of Ukraine. A lot of it comes from reconstruction, all that concrete and cement. Some of it comes from the actual warfare itself. Some comes from landscape fires. In the case of Ukraine, you also had the attacks on the Nord Stream gas pipeline, which led to emissions. And if you think of it, the war as a country is comparable to kind of an industrialized country in terms of its emissions. Similarly, some of the work has been done on Gaza. This was just for the first 60 days of the conflict in Gaza. And when you look at these figures from aviation, which might be US weapons supplies, the use of Israeli combat platforms, vehicles, if you compare those figures to the figure for the reconstruction cost based on 100,000 destroyed buildings, you'll see that, again, this concrete and cement and reconstruction is one of the biggest emitters from conflicts, as far as we can tell so far. Okay, so we try and use our data, not just for advocacy, but also for response. And we use data or gather data in a lot of different ways. So I'll just talk you through some of those kind of approaches which we're involved in at the moment. So sometimes you can use quite interesting old data. So a PhD student who we are supervising has been looking at declassified US spy satellite imagery from the Vietnam War, and in particular from imagery from Laos, where the US had its secret war and was using cluster munitions, but also Agent Orange herbicides
And he's been able to use some of this declassified spy satellite imagery to trace and develop new data on the extent to which the US was Me using puedes this, rociar todo lo que quieras, Nicolás. Yo no tengo. the extent to which Sorry about that. Go ahead. the Just to extent, give you also a little time warning. how much time do I have? If you have a couple of minutes. Couple of minutes. Oh my God. Okay. Yeah, sorry, just so that people can ask some questions. Yeah, that's cool. So herbicide spraying in Laos, amazing stuff. All of these things are on our website. We also look at how vulnerable groundwater areas are. So in Ukraine, we can see if you have pollution risks, how likely aquifers will be contaminated. In Lebanon, we can look at areas with environmentally sensitive objects like water treatment plants, which have been bombed or damaged. In southern Ukraine, we've been able to work with Norwegian People's Aid to undertake sampling campaigns in areas which are still conflict affected. So in Kherson province, we've been working with them to take water and soil samples in areas where explosive weapons have been used. We also work with the Mine Action community. You'll hear more about Mine Action later or after this. But just to say, we developed tools for them around how to integrate environmental data into their work. So we have an Earth Engine app where a Mine Action organization can plot where they're going to work, and then it shows up all of these layers of data, which they can then put into non-technical survey as part of their clearance work. Environmental data is critical. It's difficult. We can do the satellite stuff quite well. Getting data from the ground is more difficult, but low-cost participatory research, citizen science, or civilian science offers opportunities to work with communities, to engage them on the environment, to empower them with data, and to increase the amount of data being gathered in conflict areas. And that's something which Mine Action organizations can help with, but also potentially humanitarian organizations. So just very briefly, we've seen armed conflicts damage the environment through direct, but also indirect pathways. Environmental harm is a protection of civilians issue because it affects people's health, livelihoods, well-being. We've seen a huge increase in the amount of attention and interest in the environmental damage of armed conflicts. It's kind of increasing in intersectionality, like we see at this protest at UN climate change talks. We can do a lot with remote data collection, but we also need data from the ground. So then the question is, how can humanitarians contribute more to that? And I'll stop there. Thank you. That was super interesting. Thank you so much. If anyone has a question, you can raise your hand or put it in the chat. I just have one clarification question. The tool that you've developed with Norwegian People's Aid, is that available for everyone, or is that a pilot that you're running? What the... There you go. If you scan the QR code, yeah, it's open to everybody. It's the Greenfield tool. It's primarily focused on Mine Action, but the web app, which uses Earth Engine, you can do that as a humanitarian organization. You can just go there, put your area of interest in, and it will show you what environmental data layers are available for free. Indeed, that's just scanned it and I have it on my phone. Thank you. Yes, and you did ask a question to us as well. So, and does anyone have an answer for Doug's question on how you guys can collaborate, maybe on data collection or on the analysis that you are doing? Ellen? Yep, sorry. Much, Doug, for this very insightful presentation and also very depressing. So I'm not a humanitarian actor, so I don't have an answer. I was just wondering, did you already work with some NGOs on the field, or is it your first time meeting humanitarian actors? I guess no. I've met humanitarians before. No, we've worked a lot with Mine Action organizations. So when with the organization which came before CEOBS, we worked with UNEP and UN Archer's Joint Environment Unit. And so every couple of years they would have their Environment and Humanitarian Conference, which is cool. That's when I first met
Group Erd. And it was clear that environmental mainstreaming was happening in the humanitarian sector already and was further ahead. There was less progress when it came to mine action. So instead of working with humanitarians, we've mostly worked with mine action sector who needed more help in environmental mainstreaming. Thank you. Thank you. François, you have a question, and then there's also a question from Yukiko in the chat. Yes, I think you could not understand what I said in my presentation on Ukraine, but I would be happy to discuss with you at another stage. There are quite a lot of Ukrainian NGOs who are doing kind of similar work, trying to collect the data, but also not only NGOs, you have also a full department in Kharkiv with the which is part of the forensic research team in the university, but they are developing tools to develop a strong evidence on environmental degradation, because they say we had that discussion in Kharkiv. They say citizen science is great, but how much can we be sure it can hold for an ecocide trial? And they say we need to combine it with a stronger mechanism, and they are working on that in this forensic. So I would be happy to discuss that with you after this meeting or another occasion. Are you based in London? I'm based in Northern England, near Manchester. Okay, because I will be in London next week. But anyway, let's continue the discussion, and I would be happy because mine action is only one of the many environmental issues linked to the war in Ukraine, and you mentioned some, but there are some NGOs who are really doing interesting work on that, Ukrainian NGOs, and I would be happy to help you with that. Yeah, Thank you. I'll just say, I mean, Ukraine is our biggest program at the moment. I've just put a link into some of our publications. So since the start of the war, we have been maintaining a database essentially of environmentally damaging incidents, which now has about 2,500 incidents. So we have undertake a process of remote environmental assessment using satellite imagery and social media and other sources. So the Ukraine groundwater map, which we developed, that's one of the layers we use in our database to create a risk score, saying, well, we know this has happened here. It's in an area of high groundwater vulnerability. It's near people, etc. And so, yeah, that's kind of an ongoing project for our team. So we have, and every day the data from that is archived with a cryptographic hash. So it could be used in future legal cases to show that it hasn't been tampered with. And we're in touch with the Ukraine State Prosecutor's Office on their environmental cases. But I guess the problem is that you have ecocide under domestic Ukrainian law and under Russian domestic law, but obviously no crime of ecocide internationally. So, and at the same time, you wouldn't necessarily be able to, well, you wouldn't be able to try a crime of ecocide which didn't exist in future if the International Criminal Court eventually gets it. But this data could be useful for a reparations case in future if money is made available, Russia's money is made available by the West for Ukraine or similar. But we gather this data every day, and our team are processing it every day in the hope that it will be useful. But it's already useful for UN Environment Programme and others who use it. But yeah, happy to discuss it further. Thank you. And we actually have a question from DGEU, from Yukiko, which asks, what strategies can be implemented to address environmental impacts of conflicts, particularly in post-conflict scenarios, while ensuring the need for affected communities? And she's saying that as the GEU is mandated to respond to environmental emergencies when there is a request. Yeah, it's interesting. I think one of the key things is working with communities and understanding, because we're just doing some work on Sudan at the moment, for example, which is interesting to work with Sudanese environmental NGOs who still exist during the war, despite everything which is happening. Many of them have changed some of their work to align it with the humanitarian response, as you would, but they also have this huge amount of situated knowledge about their natural resources, how they should be managed.
what the risks of flooding are and all these things. And often they're also thinking in longer timescales than maybe the humanitarian response is. And so it's this question of how can humanitarians work more closely with local environmental NGOs, for example, to make sure that their interventions don't undermine the environment, but also contribute to longer term environmental sustainability goals. I don't have all the answers for that currently, but it's similar with work with the Mine Action people as well, that there's one thing we've seen, like particularly in Ukraine, you have a lot of environmental NGOs. And similarly in Libya, we saw this big flourishing of civil society after 2011 with new environmental NGOs. All of these conflicts, there are local environmental experts, environmental civil society, who can be engaged and can help inform the response to conflicts, but also should be there in terms of defining recovery and reconstruction needs and things. Thank you. And there is also a question, and then I also have a question, sorry. Do you have some information from the Sahel region? And then it was added, and do you disseminate them over there for sensibilization, sensibilization and advocacy? We haven't done much work around the Sahel. Closest is probably Libya. But yeah, we're a fairly small organization. We are only 14 of us, I think. So at the moment, we just have resources to focus on Ukraine, and also far fewer resources, but a lot of need on Sudan. Thank you. I don't know if anyone else has a question, but I will ask my question because with regards to the carbon emissions and the militaries, I know that's not the main work that you do, but you just quickly presented it. I know how hard it can be for like our organization to get the data to do those calculations. So I can't imagine how hard it is to have with poor data. So how do you do those estimates? Yeah, it's challenging. So some countries are quite good at it, quite good at their scope 1 and scope 2 emissions. So the fuel that they use and the energy that they buy in. So the US, for example, is quite transparent about this, which is why we know DoD is the biggest institutional producer of greenhouse gas emissions on the planet. There are other countries who aren't so good at it, and some who don't release any data at all. So, for example, a few years ago, we worked on trying to get an estimate of global military emissions. And to do that, we used US, UK, Germany, and we look at what kind of equipment their militaries have, what kind of operations they do. We looked at the domestic energy use, because obviously that contributes to fuel consumption by bases. And then we kind of extrapolated that based on other militaries around the world. It's quite complicated, and that gave us this estimate of 5.5%. So that's for scope 1, scope 2, but also scope 3. So the supply chain emissions that militaries rely on. So when we think of shipping, when we think of civilian flights, those together are like 5%. So that's the kind of scale which we think military emissions are. But then they're completely excluded from UNFCCC and excluded from conversations about them as well. So yeah, it's quite difficult, I would say. And the data they provide to the UN, when we look at that, yeah, it's weird. It's very inconsistent. They add other things like mountain rescue in with their military emissions, or sometimes they just don't even bother reporting to the UNFCCC. So you have to dig into if there's any national reporting. Yeah, it's quite difficult. Okay, thank you. Put in one last question, and then we have our last presentation. Yeah, sorry, super short question. Good afternoon all. I'm Pauline from Solidarité Internationale. Thanks very much for the presentation. It was super interesting. It's, I think, a question, maybe a kind of answer to your question, what can humanitarian do? You mentioned advocacy, so I was just wondering, what was your target exactly? You mentioned some governments, you're talking to the UN, or maybe directly to the parties to the conflict. Yeah, so, and maybe we can see if there's a common ground to share messages and stuff. Thanks. Cool. Yeah, I mean, we work at different levels with our advocacy. So for many years, we worked on strengthening the legal framework, protecting the environment in relation to armed conflicts. So that was kind of a UN level. We work at UN Environment Assembly
putting forward resolutions there, trying to improve how data is collected. We work at the UNFCCC around military emissions and conflict emissions. We try and mainstream peace and security issues into environmental instruments, so Convention on Biological Diversity, the biodiversity copy in Cali in Colombia, for example. So anywhere we can, really, and trying to get entry points, but also just trying to communicate to the public and also to the media as well, like helping journalists tell stories about the environment and conflict, because it's not a priority and it's not the first thing that people think about at the moment. Thank you. Thank you so much, Doug. And again, you've already put your contact, I think, so that's great. Thank you so much. And we'll share the slides. And without further ado, I'll pass it over to HI and I will share my slides, sorry. Oops. I'll just say goodbye because I need to duck off to some training. Thank you for joining us. Thank you for having me. Bye. We have lots of slides. So Simon, over to you. If you can hear us, see us, all good. I can hear you. Yep. So thanks, and thanks for everybody else who's can you hear me okay? All good. Oh, good. Okay. So you should be able to go straight to and the next slide. So thanks very much. My name is Simon Elmont. I'm a land release specialist. It's a fairly sort of new-ish title within the mine action world, but we're the guys who, I suppose previously we were known as EOD guys or bomb disposal guys. I run the projects in the field that, or I technically oversee those projects these days, where we are performing all aspects of land release. So that's 3 component parts: non-technical survey, which you've heard before, and that's very much about looking at an area which we are suspecting or is a hazardous area from contamination. We then confirm whether that is the case or not, but we don't enter that area. And we then move into the forms of clearance, which could be termed as technical surveying clearance, and all the different component parts of clearance, which can include demining, battle area clearance, or explosive ordnance disposal. And then there are different modalities of how we do that. So I oversee those programs in the field. Today, with this sort of very specific topic around the environment, I want to introduce 3 different component parts. The first 2 are fairly obvious, and they are very negative when it comes to the environment, because what we do has a negative impact. But then there is a third component part, and that's probably the bit I'm going to talk more about, which is a positive that has come out of recent events in the field, and a new modality where we can actually help. So next slide, please. So firstly, the negative considerations, and I've titled this 1 because there are 2 sets of negative considerations. And this first set are very much around how unexploded ordnance, or which you will all have heard the term UXO before, or AXO. AXO is abandoned ordnance. So this is items that have not actually been fired or used. So they potentially are still in their crate or their box, but they get left in on the battlefield. But they are still prone then after time and weathering to start breaking down, whether they're in a container or not. So there are 3 potential issues around the contamination from ordnance via the breakdown of those chemical compounds into the water and the soil. And Doug touched on this earlier. I'm not going to spend a lot of time on this, but it's the fairly obvious one. But there you can see a picture of a piece of ordnance. It's broken in half, and the part on the left-hand side coming out the back is the explosive compound or the explosive content, which is made up of various chemical compounds, because there are various types of explosive. Those chemical compounds obviously leach into the soil and damage the soil, or if it's been underwater, it's going to damage what that use of water is for, and that could be water being pumped up for irrigation, or it could enter into the food chain by fish
taking on board those chemical compounds and entering into the food chain. So explosive content is the obvious one of how ordnance does eventually contaminate. Next slide, please. Fuels. So there are specific areas within ordnance because we have various categories of ordnance. And I'm really thinking about missiles now. So big missiles. This is a tank here, and I'll explain what that red circle means in a moment. But this tank is full of red inhibited nitric acid, RINA. Now, nitric acid is and can be used as a fuel for missile systems. Famously, during Gulf War I and during the Libyan civil war, Scud missiles were fired, which uses nitric acid as the fuel. Now, when these were fired, the fuel burns up in the process of the missile being delivered. But the storage facilities are prone to long-term damage. The red circle there is where a round of ammunition has entered that tank, and so the top half of the tank is emptied. And I did have another picture which shows it slightly better from my time in Libya, where I discovered these tanks, and they were physically rotting away, the metal, but also they'd been damaged from gunfire. And the nitric acid was then leaching out and running down the tanks and onto the soil. There was no catchment areas had been constructed, so it was going directly into the soil. So fuels from different types of ordnance, but mainly missiles, is an issue, and it's another chemical compound that goes that can contaminate the soil, or again water. Next slide, please. And thirdly, the actual containers themselves. So the left-hand picture there is a photograph I took in 2011, I think it was, in Libya, and this had been a weapons cache that had been raided by a local militia, a Katiba, and sometime later I then discovered this, and all of these weapons have just been left to rot on the surface of the desert. And so this was breaking down. These are metals that are breaking down and then re-entering into the soil, but there is explosive content in them because this also there is ammunition within these weapon systems. So the containers themselves cause a problem. The picture on the right is a cluster munition container, and all those round balls are the cluster munitions inside. So this one has been dropped from an aircraft and it didn't function as it was supposed, because all of those balls should have been spread over a large area, but they didn't. So this again has hit the ground, and now the weathering patterns of that geographic area will start to break down the submunitions and the container itself, and again we will contaminate the soil or a water source if that's where it was. So those are three problems of the makeup of the actual weapon itself causing contamination. Next slide, please. So the next three sides are the problems that we cause whilst we're actually conducting mine action. So when we're clearing explosives, those of you who've worked on programs when there's a mine action component, you will no doubt have been aware of the fact that we carry out demolitions, or we use explosives to destroy explosives. This is by far the easiest way. After large conflicts, and I'm thinking really about the Second World War here, many of the explosives that were left on the battlefield and many of the weapons that hadn't been used were dumped at sea. This has caused massive problems in specific areas of the world, and it's not something that happens anymore, thankfully. There are now ways which are still very young in their evolution of breaking down the weapons manually, physically, but also chemically. In mine action, when we're responding to a crisis, these aren't practical, or for various reasons, mainly for import, but also because of the expense. So we are still using explosives to destroy explosives.
So this doesn't necessarily help the consideration from a contamination point of view, because you can see two examples there. On the left, that sort of black strip is full of a high explosive content, which will destroy the explosive content within the item that has been discovered on the battlefield. On the right is a liquid. This is a binary liquid, so two liquids are mixed together and placed in this container. The container is then remotely functioned to open, and that liquid then will drop onto the item to destroy it through a deflagration process, a burning process. So again, we are getting rid of the threat of the item, but unfortunately we are causing contamination to the ground around it. Next slide, please. The second part of clearance, when we're using, especially when we're using machinery for both ground preparation and actual clearance machinery itself, we are obviously damaging the soil. This is something that's going to become a massive problem in Ukraine, because there are more machines being used in Ukraine than for clearance now than any other clearance operations in history. It's a massive area of flat land mainly, which has been used for agricultural areas, or for agricultural, and these areas are now being cleared using machines. But the nature of the machine in progress of operations is not good for the soil itself, because we are breaking down and redistributing much of the soil, and we are taking the topsoil off and redistributing, which is not a good thing. So actually, by our operations themselves using mechanical assets, we are causing damage. And next slide, please. And the third part of this second area of a negative consideration is the demolition process itself. On the left, you can see that they're preparing for what we call a bulk demolition. So this is thousands of items that have been collected by the clearance teams, have been safely stored, but at some point are then prepared and then destroyed in one explosion. And on the right, you can see the aftermath of the explosion, and the color of that gray color that's sitting on the desert sandy color is the breakdown of the metallic element of the container of the weapon itself, but also the chemical compound within the explosive. So the explosive that we set to destroy these has then caused or the threat to go away from the explosive item, but we are now causing a problem. The ground now is contaminated with all of those metals, heavy metals, and the residue of the explosive compounds themselves. None of this is good. We are searching continuously for better ways to do it. As I said before, there are now chemical solutions, but they are still in their infancy and very, very expensive. So those are the two sets of negative considerations that we are primarily concerned with from our clearance operations themselves. Next slide, please. There is a positive. For once, there is a positive. So out of a very specific event a couple of years ago, you may remember the Derna floods. This was the incident in East Libya, where a massive storm deposited a huge amount of water in a very short space of time up onto a plain above the town of Derna. The water or the river system could not cope with that level of water, and the ensuing flood pushed that came down the river system broke two dams, and that those two holding areas of water, plus the amount of water from the storm itself, then went all the way down through the system and ended up through the town of Derna, depositing a massive amounts of debris and mud from the sides of the valley of the system itself. A huge amount of human damage. Many people killed, many people injured, and the town of Derna itself, half of it covered in mud. Now, obviously, that was a massive natural disaster, and we are more prone to natural disasters now than previously due to climate change.
So how is this a positive, you will be asking? UNDAC, the United Nations Disaster Assessment Cell, are the first responders when it comes to this type of event. We quite often see a response covered by the media of what they term the initial responders, which is quite often search and rescue. But actually what they don't realize is that 24 hours before that, UNDAC were there to work out what is needed as a first response. Now, HI, through our platform Atlas, which is probably well known to all of you, we are part of the UNDAC response, and Atlas has been part of that for quite some time. So when this incident occurred, we were in that first tranche of responders through one person of our Atlas team, Pierre, who was transported very quickly via a military aircraft, actually, to a Italian military airbase just outside Benghazi, which is about the closest airfield there is to Derna. Now, before he went, he knew that I'd had an extensive period of time working in Libya, and I've worked all over it, and I also knew the threat, or the general threat, from the types of ordnance available. So he called me for advice, and I was able to do a desktop study very quickly of that area, identify if there had been minefields or ammunition storage areas that could have potentially been washed down, thus contaminating Derna with items of ordnance that could be hidden within that mud. Because what UNDAC were worried about was calling in search and rescue teams that their priority is obviously to look for human life, but to have them put in a position of threat from ordnance. I was unable to deploy with them because I wasn't actually part of the UNDAC response. So I was able to give some advice, but this did create quite a nervous area for UNDAC during the response. Thankfully, there was not an issue. We were able to identify that there were weapons, but these were very much a smaller scale from weapons that were in local buildings within Derna itself at the time of the flood. The outcome of all this was that UNDAC then came to HI and said, from now on, we need to have EOD specialists or land release specialists as part of that initial UNDAC response when it's relevant, so as to advise and train the initial responders. And over the last 12 months, that has now happened. So myself and 4 of my colleagues from HI are now in the process of enrolling into UNDAC. It's quite a lengthy process, but we're in the middle of that now. And by the end of this year, certainly the 5 of us will be all trained in UNDAC procedure, and we will then be able to attend any UNDAC response in the future. So any natural disaster or potentially other threat. Another example is when the explosion in Beirut in the harbour went off. There was a very uncertain period of time of what had caused it. UNDAC were part of the responders, but they've already said that they would have liked to have had us with them. And in future, an event such as that, we would then be part of the response team, so as to make an assessment as to what has happened, what can then be what can the response then require from a technical perspective, but we will also be able to act on the field as first responders straight away. This could be that we can clear a safe route through an area where there may be ordnance in the debris, for instance. I'm very conscious of time. I was about to say. So I will stop there. I went as quickly as I could. So I will stop there. And obviously, if anybody has any questions, then please come back. Thank you so much. That was super interesting. Thank you so much. There was actually already a question from Julie, which was half responded. I don't know, Julie, if you want to ask, if you want to open your mic. If you're not able to, I'll read the question. Thanks, Joanna. Thanks, Simon. Yes, I had a question. Okay, maybe first I introduce myself, Julie from Solidarity International, responsible of the Food Security and Livelihood Unit.
So I'm more concerned of those contamination in land that is cultivated by farmers. And I was wondering if we have any evidence that shows that in contaminated land or even land that have been cleared, the soil is contaminated and it's not possible for some time to cultivate. Otherwise, the production, the harvest could be harmful for the human health. Do you have any evidence, documentation on that, please? So HI up until this point has not been involved in that type of analysis, and actually it's Doug who went before us who would probably be able to supply a more scientific and technical answer. What I can say is that yes, that threat is there, but it's the levels of the contamination will vary from field to field because of the level of conflict that's taken place. So there should be and there needs to be something in the future where we can carry out some form of analysis at field level, and this is something that we started to talk about as a potential project for all of our teams, or a project component actually for all of our teams going forward. We prioritize land very specifically these days in mine action in the sector as a whole, which is not something we used to really do 20 odd years ago. That's now at the forefront of how we do things, mainly because of the lack of funding. So we need to prioritize much more carefully, but it's a tool that I think we should now be bringing in as to sampling the land that is contaminated to find out what needs to happen to the land even after we've cleared it. So it does mean either ourselves expanding our expertise, or, which is more preferable, working with other organizations who've got that expertise. And it's definitely something we're looking at doing. Specifically, actually, we've started looking at this as a problem to more on the water side than on the land side, because it's something that specifically, because water, is part of the food chain, but it also irrigates the land. What we don't want to do is contaminate land that has no contamination in it by using water that has. So it's definitely something we're looking at. Thank you. Yukiko, go ahead. Thank you very much. Thank you, Simon, for super interesting presentations. We from JU, and we also mobilize international environmental expert to be part of UNDAC often when there is a kind of disasters that require environmental assessment. And we mobilize two experts to Derna, but they couldn't really enter the country because of some access and visa issues. This is after your It was indeed Atlas deployment. But my question to you is, so if we or the JEU or environmental expert requires some kind of support for landmine detections, landmine clearance, which organization would be the most appropriate? UNMAS, you, and is there any innovative kind of technologies that will do the landmine assessment remotely? So answering the last part first, technology is moving on very quickly using drones for carrying out survey as to where the threat could be. And obviously it's not just about landmines, it's also all forms of ordnance. But those assessments are carried out by trained operators who are working in the field of land release. So it's always going to be a mine action organisation. UNMAS are a coordinating body. 99% of what they do is about coordination. But if there's a specific country where you are working, where you need to have information as to where and what the contamination is, the first point of call is going to be either UNMAS or the National Mine Action Authority. So every country has a National Mine Action Authority, whether it's at peace or at war. That most of the time it's run under the Ministry of Defence umbrella. If there isn't a National Mine Action Authority in country, then UNMAS generally fill the gap.
there's, we're looking at, we're doing a lot of work in Gaza at the moment, and I was there not that long ago, and there is no National Mine Action Authority in Gaza, so UNMAS fill that gap as the national authority. In Sudan, we're just starting to look at how we can be working on both sides in Sudan, and there is no National Mine Action Authority functioning in the West, but the old government of Sudan National Authority is functioning in the East, and UNMAS are also present. So organisations like HI, as a mine action entity, will approach both of those before we enter a country, both for recognition, but for accreditation, registration, etc. But you, as an organisation, if you require that information, you're very welcome to contact us. If we're present in that country, we can help. But the National Mine Action Authority and UNMAS really are the gateway to the information of where the contamination is and what is being done about it. And that could open the door up to whichever local or international actor is there carrying out any survey or clearance. Thank you. Welcome. Thank you so much. Unfortunately, we don't have that much more time for questions, but thank you so much, Simon. Thank you to all the people that presented as well. We will share your contact if that's okay, as well as your slides. And for those of you who are members of the network, you also might know that HI is quite active, and so you may also see other colleagues there. So thank you so much for the presentations. Thank you everyone for your participations. I'm going to switch back to French, just so that we can do the final housekeeping with regards to the network. Donc merci. Et on a avant de vous dire ce qui va arriver dans les prochains mois au REH, on a juste un petit point sur la révision de la gouvernance. Donc on l'a annoncé au dernier forum, on a créé un groupe de travail pour réviser la gouvernance du REH. Et donc le groupe de travail a fini son travail et va vous présenter en quelques slides le résultat de ce travail. Et on va vous demander de faire un petit vote sur Teams pour valider la gouvernance. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Et du coup, Aline, je te passe la main puisque tu étais au GT Gouvernance. Merci, Jo. Oui, donc est-ce que tu peux passer à la slide d'après? On va aller vite, c'est pas toujours très passionnant pour vous, mais voilà, on tient à la gouvernance partagée qu'on a essayé de mettre en place. Du coup, on a formé le groupe de travail pour la révision de la gouvernance le 19 décembre 2024. Donc, ça comprenait, pour information, Camille Evin, qui est aussi au COPIL, représentant d'Action contre la faim, et 2 autres membres individuels du forum. Salut Camille, si tu veux intervenir, n'hésite pas. On a donc partagé le document de gouvernance précédent que vous avez encore toujours sur le site internet du REH. Et on a essayé de faire des amendements pour voir comment améliorer l'enjeu. Donc c'était une demande du COPIL et l'enjeu était de simplifier certaines choses qui étaient devenues trop complexes, d'essayer de... Voilà, il y avait un petit côté usine à gaz sur certains points, donc on a essayé de simplifier un peu. On a fait une réunion de travail le 20 décembre et on a un nouveau document. Je ne vais pas vous présenter le document, j'ai fait une slide diapo pour juste vous dire les quelques points qu'on a changés et vous les soumettre. Et après, vous aurez appuyé sur oui ou non. Voilà, très simple. Du coup, jusqu'à présent, vous pouviez avoir plusieurs représentants officiels par organisation. Aujourd'hui, on a essayé de simplifier pour que le REH, dans sa communication avec les organisations membres, soit plus simple. Et donc, il n'y a plus qu'un seul représentant officiel par organisation. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas être plusieurs d'Action contre la faim ou d'une autre organisation à vous inscrire, mais il n'y a qu'un point focal, en gros. Le forum, et vous l'avez vu, en fait, on a acté une pratique de fait et est aujourd'hui non pas réservé aux membres, mais ouvert plus largement, y compris aux non-membres. Donc voilà, et de toute façon, vu qu'on met les replays sur YouTube, voilà, ça avait plus de sens. On a également un seul point focal pour chaque groupe de travail qui est obligatoirement issu du comité de pilotage, histoire de recouper entre le comité de pilotage et les groupes de travail. On demande à ce que chaque groupe de travail précise ses conditions d'entrée. C'était déjà le cas, mais à l'époque, on avait essayé de faire le plus large possible. Aujourd'hui, on va dire, la pratique a montré que certains groupes de travail avaient besoin de restreindre l'entrée des membres.
voilà, pour filtrer parce qu'il y avait des enjeux de confidentialité ou autres. Et donc, du coup, les GT doivent préciser leurs conditions d'entrée. On a revu le processus d'élection. On demande maintenant, donc, pour être candidat au comité de pilotage, pour rappel, seules les organisations peuvent se présenter. Donc, désolé pour les membres, enfin les membres à titre individuel. Il faut donc 2 ans d'ancienneté au REH. Il faut avoir participé à au moins la moitié des forums. Il y en a 4 par an, donc voilà, c'est 2 réunions par an. Il nous semble que c'est OK. Plus d'être un membre actif dans un groupe de travail. Pour rappel, le REH a 4 groupes de travail: carbone, évaluation environnementale, achat durable et responsable et déchets. Donc, on demande à ce qu'il y ait quand même une implication, ça nous paraît juste. Et du coup, le côté actif d'une personne sera établi à travers une liste qui sera rédigée, proposée par chaque GT, chaque groupe de travail. Donc, le COPIL n'intervient pas sur la production de la liste. Enfin, dernier point, on propose de rallonger le mandat du comité de pilotage, simplement parce qu'en fait, ça nous paraissait trop court, 2 ans. Donc, on propose 4 ans, en sachant qu'on va garder l'idée de renouveler de moitié le COPIL tous les 2 ans, du coup, au lieu de tous les ans, afin d'assurer à la fois une continuité et une rotation au niveau du COPIL. On va dire que c'est un souhait, puisque les dernières élections ont montré que nous n'avons pas changé de COPIL. Mais voilà, pour rappel, le COPIL du REH, c'est vraiment une instance, c'est votre instance, l'instance des organisations membres du REH, et donc ça serait chouette que ça tourne un peu de temps en temps. Voilà, avis aux intéressés pour 2026, prochaines élections. J'ai fini. Merci d'avoir présenté les changements. Donc, avant juste qu'on fasse un vote, est-ce que vous avez des questions pour le GT Gouvernance? Et du coup, on a Aline et Camille qui peuvent répondre à ces questions. Vous n'êtes pas obligés d'en avoir. Du coup, je vais lancer le vote. Donc, vous devez juste dire oui ou non. Vous n'êtes pas obligé de voter. On est censé avoir une majorité des personnes qui sont ici. Est-ce que Ah oui, non, moi, j'ai pas répondu. Est-ce que vous voyez déjà les réponses? Ouais, on voit qu'il y a 15, 17 oui pour l'instant. Ok, et je crois qu'il y a une question. Ah oui, pardon. Laure demande, est-ce que le COPIL est ouvert aux ONG non francophones aussi? Alors, pardon, non, le REH, c'est un réseau francophone et on essaye de s'ouvrir à l'international, mais du coup, il faut quand même, les réunions se tiennent en français en fait. Donc, Il faut juste que le représentant ou la représentante de l'organisation soit francophone, mais dans l'idée, ça pourrait être une ONG non francophone. oui, on a des ONG membres. On a la Croix-Rouge néerlandaise, pardon, j'ai oublié, néerlandaise, et qui a en l'occurrence une représentante francophone. Donc voilà. Ok, super, merci. Il y a 20 votes. Donc, je crois que si mes maths sont bonnes, ça fait une majorité sur 39 personnes. Bon, bah, On en a merci beaucoup à 21. toutes et à tous. Et voilà, c'était pas pour vous embêter, mais simplement, on essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus transparent possible et qui soit horizontal. Donc, on avait besoin de vous le soumettre. Alors, pour les personnes, vous êtes membre à titre individuel quand vous adhérez. J'aurais peut-être pu faire un micro-récap, mais si vous allez sur le site internet du REH, vous allez rejoindre le REH et vous pouvez adhérer à titre individuel ou au nom d'une organisation. Seuls les représentants officiels adhèrent au nom de leur organisation. Tous les autres sont à titre individuel, même s'ils travaillent pour une ONG. Et qu'en est-il? Vous pouvez participer activement au forum. Vous pouvez pas forcément entrer dans un groupe de travail, ça dépend des conditions d'entrée de chaque groupe. Mais voilà. Mais par contre, vous ne pouvez pas entrer au COPIL. Seules les organisations entrent au comité de pilotage. Alors, juste parce que je sais que le temps passe et que le Pardon, vote ouais, est fait. Du coup, merci à tous. Si Désolée. vous avez des questions, vous pouvez adresser un mail au secrétaire.
C'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Il y a plein d'infos sur le site, mais sinon, vous pouvez envoyer un mail au secrétariat. Et juste avec les 2 dernières minutes qui nous restent pour tout ce qui a à venir au REH. Donc, tous les ans, le REH organise une réunion des directions générales des organisations membres du REH, donc pas les individus, mais les organisations, comme on vient de le dire, qui aura lieu le 1er avril de 9h à 13h. C'est vraiment une réunion pour les directions des organisations membres et les personnes concernées ont déjà reçu l'invitation. Donc, si vous n'avez pas reçu l'invitation, c'est que vous n'êtes pas représentante de votre organisation. Et les personnes qui ont reçu l'invitation et qui n'ont pas répondu, je vous invite à répondre au secrétariat en disant oui, je serai là avec ma direction générale. On va aussi, donc j'ai parlé juste avant qu'en décembre, on a publié le rapport de suivi de la déclaration d'engagement. Et donc, on va faire un webinaire en anglais pour présenter les résultats, mais aussi pour ouvrir une discussion sur les objectifs qui sont à l'intérieur de la déclaration d'engagement. Ça sera le 11 mars prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire. Et je vous invite à venir. Je pense que ça va être très intéressant comme conversation. Comme tous les ans, le REH sera aussi présent au HNPW, le Humanitarian Network and Partnerships Week, avec 4 sessions en ligne. En fait, chacune des sessions est organisée par les différents groupes de travail et ils vont venir présenter le travail qu'ils ont fait jusqu'ici, le travail à venir. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez rejoindre un GT, par exemple, pour savoir ce qui se passe dans les différents GT. C'est ouvert à tous et à toutes. Vous pouvez aussi cliquer sur les liens, vous avez les différentes dates. Et on peut déjà vous annoncer que le prochain forum aura lieu le 3 avril. Vous pouvez déjà vous inscrire même s'il n'y a pas de sujet. Et vous pouvez aussi suggérer des idées pour le sujet du forum. Donc comme aujourd'hui c'était sur les impacts des conflits sur le climat et l'environnement, vous pouvez suggérer une idée, on essaiera de la prendre en compte. Comme d'habitude, toutes les infos sont sur le site du REH et n'hésitez pas à envoyer un mail au secrétariat du REH et il est 16h00. Et je vous dis merci. Merci Jo, bravo. Merci Camille. Merci. Ah, il y a Swazik qui a une question. Merci. Ah, Swazik, vas-y.